Le prochain entrepreneur a dû, comme tous, s'adapter à la crise sanitaire. Il a aujourd'hui besoin des investisseurs pour faire de son entreprise à mission une réussite professionnelle. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Dans cette nouvelle émission, on va toujours analyser les qui veut être mon associé, on va s'éclater. Mais avant, et comme d'habitude, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a une formation, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, dans l'onglet livres, il y a mes livres. Et il y a aussi les pages que je t'offre de mes livres, ce qui n'est pas complètement inintéressant pour toi. Et sinon, tu as l'habitude, mais pour m'aider, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Ah oui, c'est un petit peu violent. Bon, tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide encore le mieux. Je vais pas te la faire très longue parce que de ce que j'ai cru voir, tu sais que je sais pas si tu sais, mais d'ailleurs, je ne regarde pas, j'ai pas la visualisation, je vois pas l'émission avant de la faire. Donc, je la découvre au fur et à mesure. Et là, de ce que j'ai cru voir, il y a l'air d'avoir une émission relativement longue. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais ça a l'air long. Donc sans plus de transition, Patrick Magnéto. Ça sent la dictée là. Ouais. On retourne à l'école, ça va être sympa. Bonjour. 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 Hop là. Bienvenue. Merci. À toi. Je m'appelle Youssef Zakaria et aujourd'hui je suis là pour 5% de la boîte pour 300 000 euros. Écoute, moi j'aime assez bien quand c'est direct comme ça. Je te le répète à chaque fois, mais je me sens obligé de te le redire cette fois-là encore. Dès que tu arrives et que tu demandes 5% pour 300 000 euros, c'est que tu gagnes de l'argent. Sinon, il y a un problème. Donc là, tout de suite, ça plante le décor. On sait où on va. Pour moi, l'entreprise, elle doit faire de l'argent. Si elle ne fait pas de l'argent, il a intérêt d'avoir un concept de ouf. Je sais absolument pas je sais absolument pas de quoi on va parler. Effectivement, on voit des crayons, on voit une espèce de dictée. J'en sais pas plus. Ce que je veux te dire, c'est que, par contre, et ça c'est important que tu l'entendes, quand toi, tu arrives présenter un projet à un banquier pour de l'immobilier ou peu importe, un projet entrepreneurial, fais très attention. J'apprécie personnellement et tout particulièrement la franchise et le fait d'être direct parce que j'ai pas de temps à perdre et j'aime bien qu'on perde pas de temps avec moi, mais il faut que tu saches que c'est pas tout le monde qui aime ça. À mon sens, tu dois faire preuve soit d'intelligence sociale et de te laisser quelques secondes pour voir si tu peux être aussi direct dès le départ, soit stratégiquement, tu décides d'agir de la sorte, mais tu as élaboré une stratégie. Et là, je te parle de ça. Pourquoi ? Parce que ça va être très intéressant. Je suis curieux de voir s'il y a quelque chose derrière ou si c'est juste qu'il est sûr de lui, qu'il y a une boîte qui gagne du pognon et qu'il y a sujet, il y a débat, on met de l'argent dedans ou pas. Oh, le nom de la société ? Meeting Class. Tout a commencé en mai 2017 quand une maman m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit « Bonjour Youssef, je sais que vous avez fait l'école centrale Paris, que vous avez aidé une centaine d'élèves à réussir, mais je n'ai juste pas les moyens de payer un cours de soutien avec vous. Est-ce que du coup, vous pouvez me donner un cours de soutien à un prix abordable ?» Comme cette maman, des millions de parents en France sont prêts à tout pour que leurs enfants réussissent. Mais ce sont justement les parents qui ont le plus besoin de cours qui n'ont pas les moyens de les payer. Une étude du ministère de l'Éducation nationale a montré qu'un élève issu d'un milieu populaire a 4 fois plus de chances d'avoir un niveau faible dans les matières principales, qui sont les maths et le français, qu'un élève moyen. Et donc, cette maman, finalement, je lui ai proposé de partager le prix du cours de soutien avec un élève que j'avais déjà. Elle était ravie. 5 minutes plus tard, elle me rappelle, elle me dit « Youssef, j'ai trouvé un 3e élève, est-ce que c'est possible de partager par 3 le prix du cours ?» J'ai dit « Allons-y, pourquoi pas, testons ». Et c'était les premiers cours en mini-groupe de Meeting Class. C'était une stratégie, hein. Il est très bon. Il est très bon parce que, regarde, il n'a pas parlé de lui. Il n'a pas parlé de son histoire. On ne sait pas qui il est. Il commence par quoi ? Il est là, il te met devant un problème. Il te dit rapidement, moi j'ai pas fait de recherche sur le cursus universitaire qu'il a suivi, mais tu comprends qu'il a un cursus universitaire élevé et qu'il fait des cours de soutien et que ses cours avec ce type de profil coûtent cher. Ensuite, il enchaîne directement en posant le problème. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de payer. Ensuite, il continue d'enchaîner en disant, toujours problème, on se rend compte qu'aujourd'hui, que ce sont ceux qui ont le plus besoin de cours de soutien scolaire qui n'ont pas les moyens d'accéder au soutien scolaire. Et là, on finit avec une cascade de mise en perspective d'une problématique réelle à laquelle il a été confronté et à laquelle il a apporté une solution toute basique. Il dit voilà, moi j'avais un élève qui avait les moyens de payer. Je l'ai regroupé avec un élève qui n'avait pas les moyens de payer. Cet élève, il se trouve que m'a ramené un autre élève. Du coup, je me suis retrouvé avec 3 élèves qui ont payé le prix de ma séance que j'ai pu délivrer à ces 3 élèves, dont 2 qui n'avaient pas les moyens de payer. Très basique, très simple. Je veux dire, on n'est même pas dans du cours de marketing. Il n'y a rien d'élaboré. Ce que tu viens d'entendre, ce que je suis en train de te dire, c'est ce qui t'arrive dans ta vie. Je vais te le dire autrement, je veux que tu l'entendes et que tu le comprennes. Dans ta vie, tu as des problèmes. Règle ce problème et tu le règles pour plein d'autres personnes.
Point à la ligne. Est-ce qu'on a eu… Alors oui, il y a eu des émissions jusqu'à maintenant qu'on a couvert depuis le début de cette reprise de ces émissions. On a couvert des émissions, il y a eu de fortes émotions. Bien évidemment que c'est toujours très intéressant dans un pitch d'avoir de fortes émotions, de véhiculer quelque chose. Mais alors là, on est dans quelque chose de froid, de factuel, de tellement compréhensible, de tellement simple, de tellement basique. Pas de présentation, rien. On va à l'essentiel. Si tu arrives à saisir ce genre de situation dans ton quotidien et que tu règles, comme il l'a fait, le problème, tu le règles pour d'autres personnes. Point à la ligne. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de… Voilà, on ne rentre dans aucun débat, quel qu'il soit. C'est factuel. Voilà le problème que j'ai rencontré. Voilà comment je l'ai solutionné. Je suis certain que maintenant, on va basculer soit sur l'argent qu'il gagne, soit sur le nombre d'utilisateurs qu'il a, soit sur le modèle pour qu'il a adopté, soit comment il a fait pour créer sa boîte. Mais on est déjà d'entrée de jeu dans la situation. On comprend très bien de quoi on parle. En plus, il y a un énorme avantage quand on a un problème comme celui-là qui est le soutien scolaire dans le sens où on a tous été confrontés à ça. Je veux dire que d'une manière ou d'une autre, il parle un langage universel qui te touche, qui me touche, qui touche tes enfants si tu en as, qui te touche toi personnellement si tu n'as pas d'enfants. On a tous été touchés par ça, dans le sens où à un moment donné, tous dans notre vie, nos parents nous ont dit « Tu es mauvais dans cette matière, tu vas aller à tel endroit pour avoir du soutien scolaire. » Au passage, je te le dis parce que j'ai quand même fait des recherches sur le site, ça s'appelle Meet in Class, donc M-E-E-T in, donc c'est de l'anglais, hein, Meet, rencontre en anglais, in class, rencontrons-nous en classe. C'est un site qui est à l'image de ce que je viens de voir là, c'est ultra simple. Tu arrives, tu dois choisir si tu veux des cours hebdomadaires ou si tu veux un stage intensif. Tu choisis la classe dans laquelle tu te trouves, ça c'est la deuxième option que tu as. Tu choisis la matière que tu veux avoir en soutien, par exemple les maths. Tu fais soit près de chez vous, soit en visio. Donc, soit tu choisis de rencontrer quelqu'un, soit tu es d'accord de faire de la visio. Et à partir de là, tu as tout simplement des… Je suis en train de le faire en direct en même temps que toi. Des espèces de profs qui proposent leurs services pour des horaires. Voilà, et c'est en fait finalement 15 € de l'heure. Bon, là par exemple, moi j'ai fait les maths pour des CE2, hein, je fais au hasard. Et tu as quelqu'un qui te montre ça. Fais voir si on change un peu, je le fais en direct toujours avec toi. On va prendre un élève de terminale qui a besoin de cours hebdomadaires. Ah ben on est toujours à 15 € de l'heure. Incroyable. Donc il y a un truc, je ne sais pas encore quoi, mais on va le découvrir tous les deux. Voilà, meetinclass.com et on continue cette émission qui a l'air et qui s'annonce passionnante. Donc aujourd'hui, je vais sauter des étapes. On a plus de 2500 élèves qui ont bénéficié de ces cours-là. Plus de 5000 professeurs sont aujourd'hui présents sur notre plateforme. Nous sommes vraiment sur 6 villes, donc en Ile-de-France, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, à Nantes. Et l'objectif de cette levée, c'est justement d'utiliser cet argent pour aller lancer toute la France. Donc pour vous ayez un ordre de grandeur, nos revenus actuels sont à 1 million d'euros annualisés. Et on est en train de faire une croissance sur les 4 derniers mois de plus de 50% mensuel. Wow, je te rappelle que nous sommes sur une moyenne de 5% de 300 000 € pour 5% de la boîte. Là, j'arrête direct parce que les chiffres sont impressionnants. On a 1 million de CA à l'année, plus de 50% d'augmentation par mois de volume. Il y a un détail qui me chiffonne, je vais te le dire de suite avant qu'on avance, c'est il y a quand même plus de profs que d'élèves. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu autour du nombre d'élèves à recruter. 5000 profs pour 2500 élèves, il y a un effet d'aubaine pour le revenu pour les professeurs. Mais à mon avis, manque de clientèle. Petit détail que j'ai relevé comme ça. Par contre, bon, la croissance, elle est là. Les villes sont là, donc il y a du physique, il y a du online. Franchement, je suis curieux de la suite. Donc c'est en train d'exploser. Vous vous souvenez de la maman seule dont je vous ai parlé? Du coup, son fils est là aujourd'hui, c'est Ismaël, et il va rentrer tout de suite sur le plateau. Il prenait des cours de quoi, Ismaël? De physique-chimie. Physique-chimie. Il a commencé quand les cours? En 2017, en mai 2017, donc il lui restait un mois du bac. Bonjour. Il a bien grandi, Ismaël. Je m'attendais à un enfant, je sais pas pourquoi, je m'attendais à un Ismaël de… Donc c'est moi le C'est fameux plus grand élève. que moi. Le premier élève, je t'ai connu, j'étais plus petit. C'était il y a 4 ans, je passais un bac, du coup un bac scientifique. Et j'avais des notes assez catastrophiques dans les matières, donc en maths et en physique. Et du coup, ma maman a appelé à démarcher des profs pour que je puisse progresser. Et on est tombé sur Youssef, qui a du coup acquiescé pour pouvoir diviser le prix par 3. Donc c'était accessible pour moi d'y aller. Et ça me permettait d'être quand même face à un prof qui était compétent. Et vous savez, quand vous avez votre maman qui investit sur vous, sur votre réussite, ça vous donne tout de suite aussi envie de réussir. Et il y a 4 ans, j'ai eu mon bac.
et l'année prochaine, je prépare mon master en ressources humaines. Donc c'est que ça a porté ses fruits. Je suis vraiment touché. Et voilà, merci à vous en tout cas. Merci d'être venu. Au revoir. Merci pour le témoignage. Merci à vous. Très sympa. Et t'embrasses ta maman. Je t'embrasserai. De ouf, tout était calculé. Je suis impressionné cette présentation. Alors là, franchement, on peut même en tirer un plan que tu peux retenir pour la suite. Vraiment, je te le donne parce que le plan, il est clair dans ma tête. En fait, est-ce que tu as remarqué que il ne parle pas de lui? Donc, on a un entrepreneur qui ne parle pas de lui. Et je trouve ça magique. Il arrive, il parle directement de l'outil. Il dit, voilà, moi j'ai créé un outil. Il te raconte l'outil et il dit, je ne sais pas si tu as remarqué, il te fait ce qu'on appelle une ouverture de cerveau. Enfin, il te plante une graine dans le cerveau. Il te parle d'une histoire rapide que tu gardes en mémoire. Cette histoire qui est une maman m'appelle pour un enfant, etc. Donc, il te parle de son outil, il te raconte une petite histoire, puis il te donne tous ses chiffres. Puis là, il te ressort la petite histoire et il dit, vous savez, la petite histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, mais bien sûr que tu t'en rappelles, magique. Ben là, il te dit, le client est là. Et là, témoignage client. Il faut savoir que en marketing, en communication, le témoignage client, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Mais ce qu'il y a d'encore plus puissant, c'est d'arriver à faire passer directement un message aux personnes qui t'écoutent, qui est le suivant, qui est que moi, j'ai une solution qui apporte des résultats. Et là, il vient de te montrer très simplement avec ce mécanisme qu'il vient de mettre en œuvre comment on fait. Donc, je recommence. Il te parle de l'outil qu'il a mis en œuvre. Il te raconte l'histoire de l'outil, ni plus ni moins. Ensuite, dans le récit, dans la description de l'outil, il pose une graine dans ton cerveau, la petite histoire. Puis, il te donne les chiffres. Là, on est dans le factuel. Il te met les chiffres devant les yeux. Il dit, voilà, je fais 1 million par an, croissance de 50%, etc. On est dans le technique. Là, tu te dis, bon, le mec, il envoie. Ensuite, il revient sur la petite histoire. Comme il a planté la graine est restée dans ton cerveau. Il la reprend et il dit, tu sais, cette petite histoire-là, eh bien, il se trouve que le client est là. Et là, bim, témoignage client. Ce témoignage client vient juste étayer, renforcer tout le discours qui a été mené depuis le début sur l'outil. Là, à ce stade, toi, moi, les investisseurs, on est tous convaincus de la fonctionnalité de l'outil. Et là où c'est très fort, j'insiste vraiment, c'est que lui, en tant qu'entrepreneur, il est complètement effacé. Je trouve que ce pitch, il a quelque chose que tous les autres pitchs n'ont pas. C'est-à-dire qu'il met de côté complètement l'individu, mais, et c'est là où ça devient hyper intéressant, sans le minimiser. Tu es obligé de reconnaître son intelligence. Tu es obligé d'acquiescer avec moi qu'il y a un travail énorme qui a été fourni sur cette présentation. Parce que là, moi personnellement, je suis impressionné par l'entrepreneur que j'ai devant mes yeux. Toi aussi, tu es impressionné par sa présentation, alors qu'il n'a pas parlé de lui en fait. Il n'a pas parlé de lui, il n'a pas parlé de son histoire. Tu ne sais que peu de choses sur lui. Au final, tu es convaincu par la solution, alors même que tu ne sais rien sur le personnage de Youssef que tu as en face de toi. Donc si tu veux, je trouve ça complètement délirant parce que ça te montre encore une fois que si tu prépares ton projet, si tu le présentes d'une certaine façon, tu peux convaincre n'importe qui que tu sois. Qui que tu sois. Là, tu viens d'avoir le témoignage probant par l'exemple que qui que tu sois, d'où que tu viennes, peu importe ta situation, tu peux convaincre n'importe qui de te suivre sur un projet. Pourquoi? Parce que tu l'auras bien préparé dans la présentation, tout simplement. Et là, voilà, retiens ce plan. Donc, présentation de l'outil avec une petite histoire. Deuxième étape, tu donnes les grands chiffres. Troisième étape, tu reprends dans l'histoire la graine et tu amènes un témoignage client. Et puis après, à partir de là, tu laisses opérer la magie. Et je ne sais pas toi, moi je suis conquis. Personnellement, je lève déjà le portefeuille. Donc ce sont des cours physiques. Alors, on a les deux. Avant le Covid, c'était que des cours physiques à 4 qui se passaient soit dans le domicile du professeur. 4 maximum. 4 maximum. Ok. Du coup, quand on est 4, quand un élève réfléchit à une question, on va aller voir l'autre élève et c'est beaucoup plus efficace. Et puis dès qu'il y en a un qui comprend quelque chose, on va lui demander d'expliquer à ses camarades et tout le monde comprend mieux. D'ailleurs, c'est tout le principe Montessori. Celui qui explique en expliquant, il va mieux clarifier ses idées à lui-même. Et celui qui prend l'info, il apprend mieux que quelqu'un qui a le même âge. Et du coup, vraiment, il y a un effet psychologique. Il n'y a pas que le prix. Mais il y a surtout ce côté pédagogique qui fait qu'on a même des personnes qui ont les moyens et qui vont s'inscrire à ces cours-là. Mais alors, c'est quoi la différence de méthode, par exemple, par rapport à des gens comme Academia, donc, qui communiquent énormément et qui ont beaucoup de moyens et qui sont sur le même créneau? Quelle est la valeur ajoutée de ta méthode? Justement, en fait, ce modèle de 4 n'existait pas avant. Soit il faisait des cours à 1, et dans ce cas, c'est très cher. Soit il faisait des grands groupes, mais du coup à 6 et plus, parce qu'il y avait des frais fixes de salle, des frais fixes de profs. Nous, on est vraiment à 4 fois moins cher que la concurrence. Alors, combien coûte un cours? 15 € l'heure. Donc 15 € de l'heure.
un cours coûte 15 € de l'heure. En fait, ce qu'il faut retenir, toujours les profs sont mieux payés que la concurrence. Et donc, tous nos profs, c'est des superstars. C'est-à-dire que quand je vous parle de 5000 profs, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu 56 000 candidatures. Et aussi, il y a l'impact social qui intéresse beaucoup les profs. C'est-à-dire que les profs qui gagnent 50 € l'heure, souvent, ils ont l'habitude de donner des cours dans le 16e arrondissement. Là, ils se permettent de donner des cours à d'autres élèves, d'autres catégories d'élèves, et ça leur fait vraiment plaisir. Impressionnant. Tout est calculé. Alors, parmi tout ce que je viens d'entendre, ce qui est ultra surprenant et que je dois te lancer en pleine figure parce que je viens de me le prendre en pleine figure. Regarde, Jean-Pierre lui dit et Academia en fait. Donc, première objection, qui est une vraie objection, qu'il accueille, mais alors avec aisance. Franchement, le mec, je sais pas si t'as percuté, mais tu sens qu'il y a de la psychologie derrière. Il parle de Montessori et tout, mais le mec est fort quand même. Vraiment, je suis impressionné de ses réponses. Donc, bref, il lui dit et Academia, concurrent direct et tout, etc. Il répond. Ouais, mais Academia, le problème, c'est qu'ils font un cours individuel ou que des cours à plus de 6. Et qu'il y a des frais fixes et que ça coûte très cher. Nous, on est à 15 € quoi qu'il arrive. Et en plus, on a des superstars. Je reviendrai sur les superstars après. Très bon argument, mais on en reviendra après. Et il dit, nous, on a pris un modèle à 4. C'est 4 personnes, point à la ligne. Et là, ça te montre quoi ? Ça te montre que sur un marché donné, Academia, qu'est-ce qu'a dit Jean-Pierre ? Gros du marché, ils inondent le marché de pub, etc. Ils réussissent, c'est important. Pour autant, regarde ce que Youssef est en train de te montrer. Il a trouvé sur un marché à maturité où il y a des gros acteurs en place, il a trouvé une faille. Il s'est logé dans la faille et il est en train de s'étendre tel un virus et conquérir le monde. Enfin, la France. Bon, j'exagère un peu. La France. Ok, t'as raison. Mais tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que même toi, tu peux voir un marché, te dire que le marché est saturé, qu'il n'y a pas la place pour toi, tes idées, etc. Et pour autant, tu te trompes, tu te leurres complètement. Pourquoi ? Parce que ce même marché qui te paraît comme étant saturé, il a peut-être la même faille que celle que Youssef a perçue, que tu vas pouvoir exploiter de la même manière qu'il est en train de le faire. Alors comment on fait ? Parce que là, c'est vraiment important de prendre l'information que je te délivre avec des pincettes. Qu'est-ce qu'a dit Youssef ? Youssef a dit une chose hyper importante. Il l'a testé sur le terrain. Testé, approuvé, validé. Ne va pas t'imaginer ou interpréter mal mes propos en mode Nicolas l'a dit, je vais sur un marché saturé, ça va marcher. Non, non. Puis il ne faut pas que ce soit une idée. Il faut que tu le testes sur le terrain. C'est hyper important. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui réussissent testent le modèle, encaissent l'argent, valident le process. Là, Youssef, c'est pas un mec qui arrive et qui pitch une idée. Non, non. Il arrive, il fait 1 million par an. Ça fait 4 ans qu'il est sur le modèle et il amène des affirmations. Nous, on est sur un modèle à 4. Pas plus, pas moins. Pourquoi ? Parce que si on fait 1, on fait comme Academia. Du coup, comme l'a très justement fait remarquer Jean-Pierre, tu te mets en concurrence, tu n'as pas lieu d'exister. Si on fait à plus de 6, ça pourrait marcher. Tu pourrais dire, ouais, mais attends, il fait à 4, il peut faire à 6. Mais pareil, on n'est pas sur notre propre modèle. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a son propre modèle. Donc, il a sa part de marché, différente de tous les autres. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre des clients à Academia. Ça ne veut pas dire qu'il va pas ne pas leur en prendre non plus. Ça veut juste dire qu'il a trouvé un segment sur lequel il est tout seul. Et donc là, on est sur un boulevard et il engrange. Ensuite, il y a un truc où il m'a scié, tu vois. Tout à l'heure, j'ai dit quoi ? Pareil, premier truc auquel j'ai pensé. Genre en mode, il y a trop de professeurs. Non, mais là, il m'a tué. Attendez, il y a eu 56 000 candidatures. J'ai sélectionné les 5 000 meilleurs. Mais ça, c'est vraiment très fort. Ça veut juste dire qu'en fait, il a la capacité à dire, moi, j'ai des superstars, donc tu vas apprendre avec des mecs meilleurs que les autres. Du coup, tu auras les meilleurs résultats possibles. Et après, il finit sur la partie plutôt, on va dire, bénéfique du style les professeurs peuvent aujourd'hui enseigner dans des endroits où ils ne pourraient pas enseigner. Ça touche, on va dire, plutôt le côté bienfaisance, je ne sais pas si c'est le terme parce que bon, on est quand même une société qui gagne de l'argent, mais la bonne, voilà, je travaille aussi pour la bonne cause, je touche des milieux plus populaires et donc du coup, tu vois, ben, mon modèle permet aussi à ces gens-là d'accéder aux personnes auxquelles ils n'auraient pas accès. Ça, c'est vraiment important. Point hyper important qu'il a placé aussi rapidement. Mais les professeurs chez moi sont les mieux payés du marché. Je veux dire, là, quand tu es en train d'écouter ce qu'il est en train de dire, j'ai la sensation qu'il a trouvé la clé en fait. Il a trouvé la clé autour de laquelle les gros du secteur tournent sans ne l'avoir vu. Et quand tu as trouvé ça, tu t'y raccroches et tu appuies très fort dessus. C'est pour ça qu'il lève de l'argent et c'est ce que toi tu dois trouver et tu es capable de le trouver. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce que je suis en train de te mettre là sous les yeux et qu'on découvre ensemble, tu peux le découvrir dans plein d'autres secteurs. Ça existe partout. Donc surtout, si tu as un problème et que tu peux le résoudre comme Youssef a résolu ce problème-là et le tester en direct, mec, mais lance-toi.
lance-toi. Et toi, comment t'es passé de prof à entrepreneur? Comment t'as basculé? Et les premiers instants, ça devait être compliqué parce que tu connaissais rien en fait. Exactement. En fait, j'aimais donner des cours, c'était vraiment ma passion. Et c'était un peu le point de départ. Donc, en gros, j'étais salarié parce que je suis diplômé ingénieur. Et j'étais consultant en stratégie. Donc, je bossais beaucoup. Pas professeur des écoles, ni... Pas du tout. En fait, d'ailleurs, c'est pas forcément une condition nécessaire. C'est-à-dire qu'on a parfois des profs des écoles qui sont très bons, mais on en a aussi qui sont pas forcément pédagogues pour ce type de cours. Est-ce que le fait de vouloir donner des cours donc, à des enfants défavorisés, ou en tous les cas, donc ils ont moins de chance, donc au départ, ça a une résonance avec ta propre histoire donc, et ton parcours? Alors, j'ai vécu au Maroc, en fait, je connaissais personne en France quand je suis arrivé. Et du coup, j'ai fait des classes préparatoires et en fait, c'était plutôt compliqué. Et plus on a fait de cours de soutien, en fait, plus on est préparé pour ça. Il ne faut pas se cacher, en fait. Il y a des gens qui disent oui, on veut de l'égalité pour tous, etc. Mais si on rencontre un polytechnicien, un centralien, toutes les semaines, pendant 2 heures, à un moment, on devient nous-mêmes polytechniciens ou centraliens. Donc, Ce qu'on appelle la reproduction des élites de Bourdieu. Exactement. Ismaël, que vous venez de voir, il n'aurait jamais eu son bac s'il n'avait pas pris 1 mois de cours particulier. C'est-à-dire qu'on a sauvé les meubles. Hein. C'était pas voilà, je veux qu'il ait 18 sur 20. Oui, il a pas eu la mention. Voilà, en fait, c'était pour avoir la moyenne. Il fallait se bagarrer et il l'a eu. Et donc, c'est ça notre mission, c'est d'aider tous les élèves, quel que soit leur niveau social, à réussir. Pas que les pauvres, tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont mélangés dans le même cours. Voilà, on les ghettoise pas. Il y a des gens qui ont les moyens, des gens qui n'en ont pas. Ils se rencontrent dans le cours. au même endroit. Et ils ont les mêmes chances. C'est une belle mission, encore une fois, ça. Exactement. Il est bon, hein. Ouais, il sait faire. Ouais, il sait faire. Si tu m'écoutes toutes les semaines, tu vas devenir entrepreneur. Hein. Moi, j'écoute ce que dit Youssef. Bon, après, fais gaffe, je risque de te déformer parce que j'ai une manière de penser un peu bizarre. Non, ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que là, quand même, ils finissent par s'intéresser à son histoire parce que je pense que humainement, et de toute façon, tu le ressens, à un moment donné, comme tu l'as compris dans ces émissions, et on investit sur les personnes. Et tu vois, Jean-Pierre a besoin de lui dire, est-ce que c'est toi-même ton histoire? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et donc, 2 choses qui se détachent, c'est son histoire, mais la réponse, elle est sans équivoque. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il dit, voilà, il y a un moment donné, tu ne peux pas te voiler la face si tu n'es pas accompagné pour réussir dans les choix que tu fais scolaires. Tu n'y arriveras jamais seul. Mais c'est pareil pour tout dans la vie d'ailleurs. Il ne faut pas que tu te voiles la face. En vrai, on a envie, et moi je suis très bien placé pour te le dire. Moi j'ai longtemps cru que je ferais tout seul. Et depuis que j'ai vraiment accepté, parce qu'attends, il y a un truc que je veux quand même que je te dise. Là, je partage un peu ma modeste expérience, mais aussi qui va faire écho avec ce qui est en train de se passer là. Il y a premièrement le fait que tu acceptes que tu n'y arriveras pas seul. Donc tu l'acceptes. Tu te dis, ok, bon, je n'y arriverai pas seul, donc je vais me former, je vais lire des livres, je vais faire des trucs. Donc là, tu l'as juste accepté. Ça ne veut pas dire que tu te formes. Ça veut juste te dire que dans ta tête, tu te dis, bon ok, j'ai peut-être un problème, j'ai peut-être besoin qu'on m'aide. Tu l'acceptes. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut le faire. Donc, se former, lire des livres, même passer à l'action en mode l'action de j'accepte que j'ai besoin d'aide et donc je fais ce qu'il faut pour recevoir de l'aide. Attends, mais il y a une troisième étape que j'ai réalisée que longtemps après. Parce qu'après, derrière, malgré que tu aies compris que tu n'arriverais pas tout seul, qu'ensuite tu t'es formé ou tu passes à l'action en mode je fais de l'apprentissage. Et après, derrière, il y a un dernier stade qui est encore plus dur, c'est seul, tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire que seul dans la vie, si tu ne t'associes pas, si tu n'acceptes pas d'avoir des gens qui travaillent avec toi, si tu n'acceptes pas que ton projet et ta super idée, il vaut mieux en avoir que 1% que 100%, c'est-à-dire que il vaut mieux que tu partages ta meilleure idée avec d'autres personnes qui t'aident à la voir se réaliser plutôt que tu la gardes dans ta tête et que au bout d'un moment, tu vois quelqu'un qui finisse par l'avoir partagé avec d'autres et qui lui la réalise. Tant que tu ne comprendras pas que la fin de tout ce processus, c'est se dire que tu dois partager dans tous les sens du terme, en fait, tu n'y arriveras jamais en fait. Et c'est super dur parce que là, effectivement, lui, il te dit, voilà, si tu rencontres des normaliens et des polytechniciens, tu deviendras toi aussi normal sup et polytechnicien. C'est vrai en fait. Il y a un moment donné, si tu veux atteindre un certain résultat, ne fais pas que te dire « Ah je regarde » ou « J'entends et j'acquiesce ». Non, passe à l'action. Rencontre ces gens-là, parle avec eux, forme-toi avec eux, développe-toi avec eux, partage avec eux tes idées et prends le risque de les perdre. Et oui, je suis désolé, mais ça fait partie du jeu. Prends le risque de tout perdre pour prendre le risque en parallèle de voir réussir le projet. L'un ne va pas sans l'autre.
accepte-le ou ne l'accepte pas. Mais si tu ne l'acceptes pas, ne viens pas te plaindre. Donc le mois dernier, vous avez fait combien en chiffre d'affaires, hein, pas en volume? Donc sur le million d'euros annualisé, on va faire, on est à 333 000 à peu près. Bon, 300 000. Et donc, comme vous 300 000. valorisez votre boîte, si je compte bien, 6 millions, C'est ça? Ouais, c'est ça. donc vous valorisez en gros 30 fois votre chiffre d'affaires. Ouais, on valorise notre croissance en fait. La valorisation, c'est le pourcentage de. En fait, la valorisation, c'est le prix que tu donnes à ta société au total. Mais tu es quand même conscient que la valorisation que tu donnes, là, est quand même très élevée. C'est-à-dire que 6 millions pour une boîte qui, même fût-elle en croissance, est servie donc, par un ancien professeur très dynamique, sympathique, empathique et qui, en plus, est en mission. Malgré tout, donc, cette valorisation est quand même très élevée. C'est le haut de la fourchette des plateformes. En sachant que t'es pas super digital non plus, et c'est un peu ma frustration parce que ta mission, elle est super belle et je la rejoins à 200%. Il suffit de lire des livres comme Enfance de classe de Bernard Lahire pour voir qu'il y a une inégalité totale pour les enfants qui ne viennent pas du sérail parisien et qui n'ont pas les bons profs particuliers. Juste un chiffre intéressant, c'est qu'il faut 7 générations à un enfant qui vient d'une famille basique, voire pauvre, pour pouvoir s'extraire de cette condition initiale. Oui. Donc ta mission, elle est incroyable, et c'est pour ça que j'ai envie de l'ouvrir à encore plus de monde. Comment tu peux faire pour digitaliser au max et que ce soit vraiment explosif? Alors, vous voyez la plateforme, vous vous dites que c'est peut-être un peu comme Blablacar. En fait, quand un cours est créé, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, vous voyez un cours, des places disponibles, vous vous inscrivez en quelques clics. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est là où il y a de la technologie, c'est que quand il n'y a pas de cours, on vous met dans une sorte de liste d'attente. Dès qu'il y a 2 élèves qui ont fait la même demande dans la même ville, dans la même matière, dans le même niveau et avec le même créneau, Ça match. ça match Et automatiquement. ça invite les 2 autres. Ça essaie de trouver les 2 autres. Et tout ça est automatique. Et en fait, c'est à partir du moment où c'est devenu automatique qu'on a pu commencer à faire cette croissance exponentielle. Donc c'est vraiment le déclencheur et c'est pour ça justement que c'est bien valorisé parce que vous venez au bon moment. En fait, vous avez une chance inouïe de venir à ce développement. C'est-à-dire qu'on vient aujourd'hui au prix de demain. Voilà, exactement. Si c'est le bon moment, mais... Tu sais, c'est un attaquant. Ah bah ça. Bon, il a un peu réponse à tout, mais j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par étapes. La valo, 30 fois le CA actuel. Comme le dit Jean-Pierre, on vient aujourd'hui au CA de demain. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes ici. Il y a une chose que je veux tout de suite balayer et que je veux te dire, qui a été dit par Anthony sur le sérail parisien. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai pour la France. Et ça, je veux que tu l'entendes. En France, on a un énorme problème. D'ailleurs, ça fait partie des choses que je déteste aussi. C'est qu'en France, en fait, l'ascenseur social est cassé depuis très longtemps. Mais ce n'est pas que lié à l'éducation. C'est lié à la France en elle-même, à son mode de fonctionnement, à son mode opératoire, à sa fiscalité, on ne va pas se mentir. Et donc aux moyens auxquels vont avoir accès les familles à l'instant T aux besoins de l'enfant. Je vais te le dire autrement, mais en gros, quelqu'un qui a de l'argent et qui peut payer effectivement à son gamin de la même façon qu'il peut lui payer des profs et qui peut lui financer la création de sa boîte, va pouvoir lui permettre d'avoir la trésorerie nécessaire pour faire face aux charges françaises dès le départ et lui permettre de se lancer, ce que d'autres familles ne pourront pas faire pour des familles plus défavorisées. Et tu retrouves cette inégalité de la même façon au niveau scolaire qu'au niveau de l'entrepreneuriat, qu'au niveau de l'accès au travail, qu'au niveau de l'accès aux relations professionnelles, etc., qu'au niveau des relations scolaires, enfin, tu m'as compris. Donc si tu veux, je suis d'accord, il faut que ça change, c'est par l'entrepreneuriat qu'on peut arriver à changer les choses, parfait, mais gardez tous en tête que si tu es pauvre, que tu m'écoutes, que tu ne gagnes pas d'argent même, et que tu veux offrir à ton enfant une autre histoire, il y a aussi la possibilité de déménager. Je suis désolé de le dire, mais c'est aussi une des possibilités les plus rapides en fait. Tu vois, dans des pays anglo-saxons où ça fonctionne beaucoup mieux, où la circulation financière... Il faut savoir qu'en France, tu as, je crois, 60% des riches qui restent riches. Alors que dans les autres pays du monde, tu as 70% des riches qui viennent de milieux pauvres. Donc ça te montre quand même tu vois, ça c'est pas des chiffres que j'ai recherchés, j'ai pas envie de les rechercher pour cette émission parce que c'est pas l'enjeu ici de ce dont je veux parler. Donc je fais pas les recherches, mon but c'est pas de te donner des chiffres réels. Ce que je suis en train de te dire c'est quasiment la réalité. Voilà. Et c'est vrai donc que la France défavorise les milieux peu aisés et favorise les milieux riches. Et c'est vrai aussi que les pays anglo-saxons comme les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Australie, enfin bref, on va pas faire la liste, même Hong Kong, même la Chine d'ailleurs, hein, ça paraît fou, Dubaï, qui sont pas des pays très, on va dire, c'est pas vraiment des démocraties. Et ce sont des pays où, en étant pauvre, tu as plus de chances de réussir. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça. Bref, revenons maintenant au sujet qui m'intéresse ici, c'est la valo de sa boîte. Donc il fait 1 million par an, il a une croissance de plus 50%, donc il a un calcul. En vérité, ces 5% valent 150 000 euros.
Voilà, en moyenne. En fait, pour les 5% qu'il demande, il devrait demander 150 000 euros. Sauf que là, aujourd'hui, comme Anthony lui a mis le doigt sur le point qui fait mal, il lui dit c'est pas assez digitalisé, ça va pas ce que tu fais. Là, en fait, c'est faux, il l'a juste pas mis en avant. Tout est digitalisé. Ils sont au moment où la digitalisation s'est mise en place et où en fait, ils ont plus ou moins réadapté. C'est le parallèle qu'il a fait que je vais faire moi aussi, le système de Blablacar au système de l'école. Et donc, l'objectif qu'il a dit, et c'est aussi quelque chose à mon avis qu'il n'a pas donné, mais le chiffre de 4 élèves en classe virtuelle, à mon avis, et pas hasardeux. C'est-à-dire que c'est le chiffre qui permet le plus rapidement de délivrer une classe en ligne à ses clients. Je pense, je ne le sais pas, mais je me doute que c'est ça. Et donc, là où je t'emmène, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il a un modèle numérique qui fonctionne, qui est performant, rapide et qui est qui délivre assez vite l'information à l'utilisateur pour aujourd'hui aller lever. Après, quand tu as une boîte qui fonctionne et où, bien évidemment, tu as ce CA qui est en face et cette croissance, ben lui, il joue à quel jeu ? Il donne la fourchette la plus haute pour obtenir au bas mot une contre-offre qui serait peut-être de 250 000 euros pour 5% ou 200 000 euros. Okay. Et à ce compte-là, il y va ou il n'y va pas et ça, on rentre dans une discussion. Indépendamment de tout ça, il sait très bien et pertinemment qu'il est sur un modèle que tout le monde comprend, auquel tout le monde a eu recours. Je pense que là, devant lui, il a une assemblée d'investisseurs. Toi, moi, nous tous, si on a des gamins, même nous-mêmes, on a été gamins, on a eu besoin à un moment donné de cours particuliers. Et donc, il sait que au travers de tout ça, il va récolter de l'argent. Maintenant, j'ai hâte de voir dans quelles conditions parce que d'un côté, les investisseurs ont tout de suite perçu que la boîte, elle était évaluée au point le plus haut et que la technologie est là. Maintenant, il y a un élément qui n'a pas été mis sur la table, mais quel investisseur va lui amener quoi ? Parce que c'est ça après. Là, on est dans quelque chose d'hyper particulier. De quoi il a réellement besoin maintenant ? Parce que s'il a la technologie web, moi, c'est la question que je suis en train de me poser. Il a la techno web, c'est ce qu'il vient de nous dire. Donc, de quoi il a vraiment besoin ? D'argent. Mais il a pas. Les investisseurs ici ne veulent pas mettre bêtement de l'argent. Ils veulent aussi apporter quelque chose. Et là, pour moi, j'ai un problème personnellement qui est en train de se révéler à moi. C'est qu'est-ce que j'amène à ce mec ? Moi, si je devais mettre 300 000 euros et mettre mon nez là-dedans, alors moi, je déteste l'école. Je serais d'aucune utilité, à part pour mon argent. Mais dans ces cas-là, je ne prendrais pas 5%, tu vois. Je m'amène plus de thunes et j'amène plus d'argent. On va voir. T'as raison de vendre l'avenir, t'es un bon sales, c'est rare pour un professeur, mais il faut aussi avoir la réalité en face. Il y a énormément d'échecs dans les startups, c'est normal que tu crois dans ton projet, faut pas non plus nous faire croire qu'il y a 100% de chances que ça réussisse. Là, t'es face à des business angels, c'est leur argent, donc on a travaillé pour l'avoir et c'est normal qu'on te challenge un peu sur cette valorisation parce que elle pique quand même, on va se le dire. Et bravo, tu as fait un super travail. Peut-être, je te coupe parce que peut-être que la réponse, on l'a ratée. Vous avez déjà levé de l'argent sur cette valo ? Pas du tout. Non. Ok. C'était pas sur cette valo, mais on est en train de chercher des fonds sur cette valo. Vous êtes en train de chercher. C'était combien la première valo du coup ? On l'a déjà levé à 3 millions. Et c'était quand ? C'est il y a 1 an et demi. Mais là, vous levez 300 000 euros au total ? Alors, en fait, c'est quoi la taille ? En fait, pourquoi c'est que 5% ? Parce qu'on aimerait compléter la levée avec un autre fonds qui va voir que vous prenez l'initiative et qui va revenir. En fait, on fait le lièvre. Voilà. Donc, on a eu déjà d'ailleurs des propositions qui sont proches de 6 millions, pas encore à 6 millions. Et du coup, on a votre tour, le tour que vous avez en tête, il est de combien ? Il est d'1,5 million. 1,5 million ? D'1,5 million, tout à fait. J'adore. C'est pour ça qu'on fait ces émissions, ça va être génial. On va faire par étapes, il y a tellement de choses à dire sur ce petit passage. Donc déjà, on va commencer par la remarque d'Anthony. Tu as vu ce qu'a fait Anthony ? Il arrive, il dit, vous avez un bon sales. Donc un bon sales, dans ce terme-là, ça veut dire qu'il a une bonne vente en fait. Bon, je ne comprends pas pourquoi on a un anglicisme ici, mais c'est comme ça. Il rajoute une petite pointe d'humour en disant c'est rare pour un prof, ce qui est vrai. Et tout de suite, en fait, il se passe quelque chose d'hyper intéressant ici. Donc, je pense que ces émissions, je te l'ai déjà dit, mais j'ai eu l'information par un ancien membre des émissions, Lulu, si elle m'écoute, je te fais un clin d'œil, je te remercie. Elle m'a envoyé un petit message pour me le dire. Donc, les émissions sont recoupées. Et je pense qu'en fait, dans ce pitch-là, ce qui a dû se passer, c'est que je pense que, et ça a l'air d'être ça, Youssef avait un peu réponse à tout. Et à mon avis, il avait un peu le dessus sur la négo. Voilà, c'est une négo, tu as toujours quelqu'un comment dire, dans une négo, il y a un cadre. Et il y a toujours quelqu'un qui impose le cadre. Et celui qui impose le cadre, en général, a la main sur la négo. Et ici, c'est Youssef qui impose le cadre. Et là, ce qu'a voulu faire Anthony, il a voulu reprendre la main sur le cadre. C'est-à-dire qu'il a voulu montrer à Youssef qu'à un moment donné, bon, mais d'abord, les business angels, donc eux,
c'était leur argent et qu'ils avaient gagné pour l'avoir, et que deuxièmement, les startups, ça se plantait. Que donc là, sa valo, comme il l'a dit, elle piquait. Et donc, il a voulu recontextualiser la situation pour justement négocier la valo. Là, on rentre dans une phase pré-négociation. On est en train de préparer une négociation. C'est très intéressant parce que c'est quelque chose que tu dois être amené à faire, tu dois être capable de le faire, tu dois être capable de le cerner quand ça arrive. Et surtout, tu dois te préparer à ça. Alors, ça tombe bien justement dans ma formation. J'ai fait une énorme formation sur la négo parce que, tu imagines bien en immobilier que on négocie. Hein et il y a des manières de faire. Et là, c'est très intéressant parce que c'est ce qui est en train de se passer. Anthony était en train de repositionner les choses, peut-être pour faire une offre. À mon avis, ce n'est pas impossible. À partir de là, Marc réagit et c'est là où ça m'intéresse énormément. C'est que, effectivement, comme il a dit, quand tu as une valorisation en face de toi, quand tu as quelqu'un qui te donne une valeur, mais tu peux t'en servir pour l'immobilier et pour tous les domaines de la vie, si la valeur te paraît trop élevée, c'est que, comme l'a dit Marc, soit tu as raté quelque chose, soit il y a une info que tu n'as pas. Et il est très important, quand tu négocies, que tu ailles chercher ces informations-là. C'est capital. Pourquoi ? Parce que cette information de d'où vient la valeur, elle peut aussi soit te permettre de valider la valeur qui est donnée, soit de la désamorcer parce que tu vas trouver dans le processus une défaillance et tu vas aborder tu vas aller chercher dans cette défaillance de quoi désamorcer la valeur élevée qui est mise en avant. Marc donc récolte des informations intéressantes. La première, il y a eu une première levée qui a été faite sur une base. Alors attention, une première valo qui a été faite il y a 1 an et demi sur une base de valorisation à 3 millions. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à part égale, il devrait demander 150 000 euros. On est sur la moitié de ce qu'il demande. Or, 1 an et demi après, il demande le double. Et il nous dit après lui aussi une information hyper intéressante. On a déjà des propositions qui s'en approchent. Ça veut dire qu'il n'a pas de proposition réelle au montant qu'il veut, mais il a des propositions proches du montant qu'il veut. Et c'est là où juste avant, Marc a dit c'est nous qui allons faire le lièvre. Donc vraiment, on est sur quelqu'un qui est très bon. Et tu vois, au début de l'émission, je t'ai dit soit c'est calculé, soit ça l'est pas. En fait, tout était calculé. On est sur quelqu'un qui vient chercher ici une tête de gondole. Donc la tête de gondole, ça va être un investisseur connu pour valider derrière sa valo à 6 millions. Donc là, il n'est pas en train… En fait, là, ce qui est en train de se passer ici, c'est très intéressant. C'est que s'il récupère un de ses investisseurs, il va réussir derrière à valider le prix de 6 millions dont il est en train de s'approcher, mais au niveau auquel il n'est pas encore. Et pour lui, d'avoir dans le board, en fait, finalement, quelqu'un qui a une certaine aura, ça va lui permettre derrière d'aller dire, regardez, alors je te donne un exemple qui serait idéal pour lui, mais regardez, j'ai Marc Simon signé avec moi, je vaux 6 millions. Il faut que tu saches que selon qui peut y avoir dans ta boîte peut être survalorisée parce que telle personne est présente à tes côtés. Mais c'est logique aussi, il ne faut pas que tu sois choqué de cette pratique-là. Pourquoi ? Parce que quelqu'un comme Marc Simoncini qui rentre dans une entreprise comme ça, qui a porté Mythique à l'échelle internationale, la question se pose, qu'est-ce qu'il ferait avec Meet My Class ? Bien évidemment qu'il l'amènerait au plus haut. Donc si tu veux, voilà, on est sur un stratège qui a tout calculé, mais vraiment tout. Et franchement, moi, en tout cas, qu'il arrive à avoir ou pas de l'argent, je lui lève mon chapeau parce que vraiment, tu peux t'inspirer de toute la stratégie qu'on vient de décortiquer ensemble. Elle est réutilisable à l'infini. Puis tu vois, regarde, elle peut te faire gagner des millions. Parce que même si tu ne lèves pas 6 millions comme lui, si tu enlèves 3 ou 4, tu devrais être très content. Bref, au demeurant, dernier petit détail, il faut quand même le préciser, c'est important. C'est pas vrai, il ne lève pas 6 millions. Il lève sur la base d'une valorisation d'une entreprise. Et c'est vraiment intéressant parce que si derrière, le marché lui donne raison, les 6 millions, il les a entre les mains au travers de sa boîte. Alors, il n'aura pas la totalité, il aura les parts qui lui restent. Mais même s'il a, je te dis une connerie, que 30% de 6 millions, crois-moi, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, tu as plus envie d'être à sa place qu'à la tienne ou qu'à la mienne. Hein. Voilà, enfin bon, moi je suis pas trop mal loti, mais tu m'as compris. Bref, au demeurant, on continue. Mais du coup, ces 300 000 euros, c'est pour faire quoi exactement ? L'idée, c'est qu'on va utiliser l'argent de 2 façons différentes. Une partie pour les salariés, donc on va développer plus rapidement et plus vite pour automatiser plus de choses. Et le reste, c'est pour du marketing, tout simplement pour lancer toute la France. Bon voilà, il vient de faire sa première erreur. Jamais. Et franchement, ce qu'il y a de bien, c'est que je te le répète à chaque émission, donc j'espère que ça va rentrer dans ta petite tête. Jamais, tu vas voir des investisseurs pour leur demander de l'argent pour faire du marketing et pour payer des salaires. Jamais. C'est une ignominie, c'est pas possible. Ça veut dire que tu gères pas ta boîte, que t'as pas la trésor. Enfin, il y a 1001 interprétations derrière. C'est son erreur. Et il aurait jamais dû dire ça. Comme quoi, alors après, il y a quand même un problème que je dois te dire. Alors, il y a 2 problèmes. Il y a plusieurs possibilités. Déjà, il l'a mal dit.
Il est possible qu'il soit dans une entreprise sur laquelle il n'y a pas de charge. Moi, dans mes sociétés, il y a peu de charges, donc effectivement, l'argent peut servir qu'à ça. Voilà. Donc malheureusement, quand tu n'as pas beaucoup de charges, ce qui est le cas là, puisqu'ils vendent de la matière grise, mais il faut le préciser, mais tu ne dois pas aller chercher de l'argent pour faire ça. C'est pas possible. Il y a plein d'autres choses que tu pourrais faire. Tu peux valoriser l'identité de ta marque, développer une technologie, être plus précis. Voilà, leur expliquer que tu as besoin de développer une intelligence artificielle et que cette intelligence artificielle, l'argent va servir à ça. Qu'aujourd'hui, tu n'as pas les fonds pour l'intelligence artificielle, ce qui ne serait pas déconnant, soit par rapport à l'activité qu'il a, puisqu'on est sur du match, en fait, donc de la mise en relation entre personnes qui ont besoin à un instant T d'un cours particulier. Donc, il y a une possibilité de, techniquement, besoin d'une intelligence artificielle. Il aurait pu amener ici 1001 raisons autres que le marketing et les salaires. Erreur catastrophique. Pour moi, encore une fois, mon opinion, je peux me tromper. Donc si tu veux, fais très attention parce que même si jusque-là, il avait réussi avec brio toute sa présentation, l'erreur vient d'être commise. Est-ce que ça met son idée à plat? Non. Est-ce que c'est pas finançable? Non. Je pense encore une fois, là à ce stade, je reste sur mon idée de départ. Je ne vois pas, indépendamment du fait qu'il ait besoin d'un lièvre et d'une tête de gondole, qu'est-ce que vont lui apporter ces investisseurs en fait? Parce qu'il faut comprendre encore une fois que, en tout cas pour moi, voilà, il y a une problème. Si on le sait depuis le départ, dans qui veut être mon associé, les investisseurs veulent aussi amener leur pierre à l'édifice. C'est un peu le principe de l'émission. Ici, j'ai un problème de visibilité sur l'utilité qu'il va avoir à avoir un Marc Simoncini à ses côtés, à part l'image de marque. Je ne vois pas pourquoi Marc Simoncini viendrait et je ne vois pas ce qu'il lui apporterait. Après, je peux me tromper. J'ai des doutes sur le fait qu'il arrive à avoir de l'argent. J'ai des gros doutes à ce stade. Donc, c'est une super plateforme. Hein. C'est vraiment la définition de la plateforme. Mettre en relation des besoins des élèves. Vous facturez tout ça. Vous prenez une commission. Donc là, on est sur des modèles qu'on connaît par cœur. Donc ça, c'est très bien exécuté. Le seul bémol, c'est que vous avez vraiment une valo de type fonds. Et que pour entrer dans ce type de valo, il faut développer un professionnalisme, il faut faire des due diligence beaucoup plus poussées, il faut se mettre sur le business model, il faut vraiment creuser beaucoup plus que juste l'envie de vous accompagner parce que ce que vous faites est formidable. Donc à titre de business angel, je vais passer, mais ce que vous avez fait, c'est formidable. Bon, rapidement, due diligence, le terme qu'a employé Marc Simoncini, c'est en fait l'ensemble des vérifications que vont faire un investisseur avant de réaliser une transaction sur une société. Il y a, comme il le dit lui-même, un certain formalisme. On est sur un profil d'investissement très financier. C'est pour ça qu'il parle de fonds d'investissement. On est dans quelque chose de très, très spécifique. Et on n'est pas dans du business angel où finalement un pitch peut te permettre de lever des fonds parce qu'il est sur une solution SaaS, d'accord ? Donc comme il le dit, c'est quelque chose de très classique. Marc Simoncini parle en premier, ça sent mauvais parce que comme je te l'ai dit souvent, il donne le là. J'ai du mal à voir, ou en tout cas entrevoir quelqu'un rentrer dans cette société puisqu'ils font ce qu'ils font et comme l'a dit Marc, ils le font très très bien et je ne vois pas encore une fois où est l'utilité. Je déplore à ce stade le fait que j'ai l'impression, en tout cas j'ai peu vu d'utilisation. Alors moi je suis allé utiliser le site au début en même temps que toi pour te dire un peu comment ça se passait, pour que tu imagines rapidement comment ça se retranscrivait sur un ordinateur. Mais je ne suis pas surpris en fait. Et là pour une fois, je vois mal comment quelqu'un pourrait rentrer dans cette société parce que je ne vois pas quel est son besoin en fait. Encore une fois, les besoins affichés ne sont pas des besoins qui nécessitent un financement de business angel, que ce soit du marketing ou du salaire. Si tu as une croissance de 50%, bancairement, tu dois pouvoir arriver à récupérer de l'argent. Et en plus, je ne vois pas quelle est l'utilité que vont avoir, et j'insiste, j'aurais répété depuis quelques temps là jusqu'à la fin, quelle est l'utilité qu'aurait pu amener un Marc Simoncini à part sa tête d'affiche à côté du dirigeant. Il n'y avait aucune utilité pour lui de rentrer dans cette boîte-là, donc c'est sans surprise qu'il passe la main. Bon, d'abord, je trouve que tu dégages une assurance qui est assez formidable et qui, du coup, effectivement, donc, défend ton modèle. C'est-à-dire que tu es très fonceur, tu es très déterminé, tu as déjà donc, une certaine forme d'expérience et d'expertise. Moi, j'ai envie de te faire une offre. Elle sera pas du tout donc, à la hauteur de tes espérances. Je vais te faire une offre donc, pour les 300 000, le montant que tu cherches, donc sur une valo à 4 millions. Parce que s'il y a 1 an et demi, ta boîte valait 3 millions, j'estime qu'aujourd'hui, donc, elle en vaut 4. En tous les cas, elle en vaut pas 6.
Moi, si je rentre, c'est pour t'apporter 2-3 choses qui te manquent. C'est surtout parce que le projet me plaît. C'est parce que tu t'es battu comme un lion, comme un roi pour imposer ton modèle. Et je t'aiderai aussi, donc évidemment, à lever plus d'argent parce que si tu prends les associés, c'est aussi pour qu'ils t'apportent des choses. Donc ta proposition, c'est 300 000 euros. C'est les 300 000 qui cherchent pour 4 millions de valo. Ah, pas mal. Pas mal. C'est-à-dire pourcentage en pourcentage de faites le calcul, les amis. Donc le pourcentage, C'est 7,5%. ouais. Non mais c'est une offre vraiment, merci beaucoup. Il faut vraiment croire au projet pour la faire et vraiment merci. Merci pour cette offre et j'ai hâte de voir ce qu'en pensent les autres. Ah bah je suis très agréablement surpris, tu vois. Jean-Pierre m'a fait mentir, donc il propose en fait 7,5% au lieu des 5% proposés au départ. Donc il donne les 300 000 euros, mais il veut plus parce qu'il considère que c'est pas possible qu'en 1 an et demi, la boîte, elle puisse valoir aujourd'hui 6 millions. Mais il y a un mécanisme intéressant ici que je pense que tu as noté, et même j'en suis certain d'ailleurs à force d'écouter ces émissions. Jean-Pierre précise bien sa mission. Donc ça, c'est vraiment très important parce que du coup, il ne fait pas que cadrer les pourcentages qu'il va prendre. Il lui dit, attention, je vais t'apporter des choses. Donc il veut venir pour amener des modifs sur le process et surtout pour aller chercher, il a dit, je vais t'aider à aller chercher les fonds. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, et il est malin, là, qu'est-ce qui vient de se passer ? Si Jean-Pierre rentre sur une base de 4 millions à 7,5% et qu'ils vont lever des fonds sur la base de 6 millions grâce aux modifs qu'il aura apportés, eh bien, automatiquement, les 7,5% qu'il aura pris, il se garantit une plus-value avec cette manipulation. Et là, tu viens de voir tout bêtement, très simplement, comment on gagne de l'argent en négociant. Là, tu viens de comprendre que la négociation est une des clés qui te permet de gagner le plus d'argent dans ce monde parce qu'il a clairement vu un schéma. Donc Jean-Pierre a analysé un schéma possible, c'est-à-dire qu'il ne renie pas le fait qu'il puisse réussir à faire valoir sa boîte à 6 millions, d'autant que, comme on l'a entendu, Youssef a dit qu'il avait des personnes qui faisaient des propositions, sûrement des fonds d'investissement, proches de cette valorisation-là. Donc il sait que ce n'est pas impossible. Et après, si lui il met son nez dedans, et comme tu sais que tous ces investisseurs-là ont des compétences diverses et variées, notamment dans le montage des sociétés et dans le fait de les porter à certains niveaux, eh bien, tu comprends bien qu'il se garantit ici une plus-value latente une fois qu'ils auront tout mis en place et qu'ils auront récupéré l'argent. Et ça va se faire, ça peut être fait très rapidement, c'est-à-dire qu'on parle de beaucoup d'argent en très peu de temps. C'est 7,5%. En gros, il va les rentabiliser sur 6 mois. Voilà, c'est mon opinion. Donc, de mon point de vue, c'est une manipulation tout à fait honnête pour les deux parties, mais qui est potentiellement très avantageuse pour les investisseurs à très court terme, parce que s'ils arrivent à obtenir ça, et ben du coup, s'ils font leur taf derrière, ils se garantissent de l'argent. Youssef a une réaction très maligne et vraiment, moi je suis impressionné parce que le mec est très intelligent. En fait, il laisse parler les autres parce qu'il se dit, comme j'ai une enchère et que je les laisse ouvertes, je peux peut-être avoir une autre enchère, meilleure ou différente, et après me positionner. Et c'est très malin de sa part, parce que c'est peut-être comme ça qu'il va réussir à avoir une autre proposition inattendue, et peut-être même à faire monter les enchères. Pourquoi pas ? Je ne serais pas surpris. Donc moi, j'adhère à la cause que vous défendez. Je pense que l'égalité des chances, je suis même convaincue que l'égalité des chances passe par l'éducation. En revanche, je ne suis pas convaincue du tout par le modèle que vous proposez. Pour 2 raisons. La première, c'est que je ne pense pas qu'en voyant les choses à plus grande échelle, vous allez gagner plus d'argent parce que par essence, vous avez plus d'élèves, donc il vous faut plus de professeurs, donc vous avez autant de coûts. Donc je ne vois pas comment le business model peut fonctionner, c'est la première chose. Mais la deuxième, qui est la plus importante, j'ai pas envie de faire de l'argent sur une cause comme l'éducation. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire de l'argent sur des gens défavorisés. Et je pense que votre modèle, il passe par du mécénat. Et moi, j'aurais plus envie d'aider une association qui fasse du mécénat dans ce domaine plutôt que d'investir chez vous. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vais passer, mais bravo pour ce que vous faites. Merci. Bon, bien sûr, tu sais ce que je vais te dire. De la même façon que Delphine, si tu n'es pas emballé par n'importe quel projet ou que tu as un doute, surtout n'y va pas. Elle a raison de comment je vais dire ? Elle a raison de se retirer parce qu'elle ne voit pas le projet de la même façon que la personne. Par contre, je vais m'attarder quelques secondes sur ce point-là. Je suis très surpris d'avoir ce genre de remarques ici.
Et c'est une occasion pour moi de véhiculer une réflexion, parce que je ne vais pas prétendre avoir la vérité, mais une contre-réflexion à celle de Delphine. Delphine nous dit, moi je serais pour du mécénat. Et je préfère donner pour que ce soit gratuit, plutôt que de faire de l'argent sur la misère. Finalement, c'est ça qu'elle nous dit. Sauf que ce qui m'énerve, en fait, c'est que l'argent n'a finalement que les propriétés qu'on lui donne. C'est-à-dire que c'est parce que Delphine dit qu'on fait de l'argent sur la misère qu'on peut peut-être accepter de dire qu'on fait de l'argent sur la misère dans cette configuration-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'argent n'a pas d'odeur. En vérité, Youssef propose des cours à 15 € des meilleurs professeurs du monde. Imagine que demain, grâce à son système, je puisse travailler avec le meilleur professeur en immobilier des États-Unis et du monde entier. Bon, je dis une connerie, tu vois, ça n'existe pas ce que je dis, mais tu comprends ce que je veux dire. Avec le meilleur professeur du monde en mathématiques et que j'ai accès à lui pour 15 €. Il n'y a pas plus juste que ça. En fait, l'argent, il n'y a pas plus. En fait, pourquoi l'argent a toujours existé ? Il existera toujours parce qu'il n'y a pas plus juste que l'argent. Et dès que tu vois des gens comme ça qui essayent de philosopher autour du fric, alors en plus, c'est complètement, pour moi, c'est complètement délirant parce que Delphine elle gagne un paquet de pognon. Alors comme quoi, tu vois, c'est marrant et ça te montre en fait. Moi, ce que j'aimerais que tu tires de tout ça, c'est que ça te montre qu'on a chacun nos propres croyances avec l'argent et que tu peux être très riche et croire des choses bizarres sur l'argent. Tu peux être très riche et ne rien croire sur l'argent. Moi, je crois que l'argent, il n'y a pas plus juste que l'argent en fait. L'argent, quand tu as un mec comme ça qui a une idée, qui propose les cours pour 15 balles, qui que tu sois, tout le monde paye 15 €, mais comment tu veux faire plus juste que ça quoi en fait ? Donc son argumentaire peut se contre-argumenter de lui-même. Bref, toi tu retiens ceci. Retiens que tout le monde a le droit d'avoir une vision différente de l'argent. En attendant, l'argent existera toujours. Je dis ça, je dis rien. Je vais me positionner. Pour moi, l'éducation, c'est quelque chose de clairement très important. Je suis persuadé que pour sortir une région, une ville, un quartier, d'un marasme économique, ça passe par l'éducation et ça passe par l'égalité des chances. Le modèle que vous proposez, je pense que ça peut fonctionner. Le modèle économique, je pense qu'il est viable. Pour autant, je pense qu'il faut retirer un peu la poudre aux yeux de la valorisation parce que c'est pas parce qu'on fait un truc qui est génial que du coup, il faut payer n'importe quel prix. Pour moi, l'entreprise vaut même pas 4, elle valait plutôt 3. Donc maintenant, Jean-Pierre, tu t'es positionné sur quelque chose d'assez agressif. Donc moi, j'allais proposer 300 000 € pour 10%. Donc, je vais aussi vous faire une proposition. C'est pas celle que vous attendez. Mais juste pour embêter Jean-Pierre, je vais proposer 300 000 € pour 8%. Toi, tu dis que c'est trop cher, mais tu es prêt quand même à payer une petite surprime juste pour me battre. Non, parce que je pense que c'est intéressant. Je crois à la mission. Voilà, pour moi, à 8%, je suis à l'aise. Voilà, c'est ça en fait. C'est 300 000 pour 8% et toi, c'est 300 000 pour 7,5. Et je rappelle qu'Anthony n'a encore rien dit. Et peut-être que son message et sa voix pourraient être intéressants. Avant qu'Anthony parle, c'est marrant parce que finalement, là, il y a quelque chose qui, je trouve, a mal été fait. C'est que Anthony a été le premier à vouloir reprendre le cadre. Or, il n'a pas été le premier à parler. Et justement, dans tout ce qui vient de se passer, pour moi, il aurait été logique, étant donné que c'est lui, à mon sens, qui a amorcé une négo, ou en tout cas une tentative de baisse de la valo, ça aurait été logique pour moi que ce soit lui qui parle. Est-ce que finalement Jean-Pierre et Eric lui ont rendu service ou lui ont mis du plomb dans l'aile ? On ne le saura jamais puisque du coup c'est lui qui va parler en dernier. En tout cas, toujours est-il que là tu remarques qu'il est en train de se passer une chose, c'est qu'on en a deux qui font chacun une proposition, l'un légèrement au-dessus de l'autre dans le but de juste rafler l'affaire parce que ne perçoivent pas les choses comme Delphine, valident le modèle économique et surtout, je reste convaincu que la démarche intellectuelle de Jean-Pierre est la bonne. C'est-à-dire que dès l'instant que tu arrives à rentrer pour une valo légèrement en dessous de ce qu'il annonce et que tu sais que lui, par derrière, il va continuer d'aller chercher des fonds et que ce soit Eric ou Jean-Pierre, ils vont eux aussi participer à leur manière à revaloriser la boîte, tu sais que très rapidement, la plus-value va se faire encaisser et qu'il y a de l'argent à gagner. Et là où il y a un discours un petit peu malhonnête, à mon sens, que ce soit pour Eric ou Jean-Pierre, c'est pas que la valo elle est surélevée, c'est que la vérité, c'est que la boîte, s'ils arrivent à faire ce que Youssef dit tous ensemble, il y a une plus-value latente intéressante pour les deux parties. Maintenant, attention, c'est complètement le jeu.
Je veux dire, il y a un moment donné, c'est beaucoup plus agréable de pitcher des investisseurs et de récupérer de l'argent comme ça que d'aller voir une banque. C'est beaucoup plus simple aussi. Et en plus, ça leur ramène une image de marque, s'il a Eric ou Jean-Pierre, qui va lui permettre derrière de vendre plus cher. Donc, c'est tout bénef pour les deux parties. Il ne faut pas que tu crois que les propos que je tienne sont négatifs. Bien au contraire, j'essaie juste de te montrer que l'argent, c'est quelque chose de particulier. On a du mal avec l'argent parce qu'on ne sait pas comment en gagner. Mais quand, comme là, tu vois comment ça se passe, tu le comprends, c'est sain en fait. C'est hyper sain. C'est-à-dire que là, tout le monde va en repartir gagnant, vraiment, je t'assure. Et il ne faut pas que tu oublies que tant Jean-Pierre que Eric, pour l'instant, on ne sait pas encore ce que va dire Anthony, mais ces deux-là prennent le risque de tout perdre. On parle quand même de 300 000 balles. Donc, tu ne peux pas non plus ne pas accepter que la personne qui prend un risque pour gagner de l'argent, elle ait de l'argent en retour si elle réussit. Donc voilà. Bon, tu as compris l'idée, écoutons Anthony. Non, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter et à voir vos avis parce que c'est effectivement un sujet compliqué. Youssef, tu défends super bien ta cause. La mission est noble, elle est belle. Elle est malheureusement pas assez mise en avant dans ton histoire quand tu la racontes et c'est vraiment un truc que tu dois améliorer. Et c'est pour ça que ce sera bénéfique pour toi d'avoir des investisseurs potentiellement qui pourraient te rejoindre et qui maîtrisent ces sujets, qui savent comment parler à une audience, comment réussir à susciter de l'intérêt, créer une communauté. Évidemment, moi j'ai fait que des écoles publiques et j'ai galéré depuis que j'ai 15 ans où j'étais à la rue, donc je sais exactement de quoi ça parle et je sais à quel point l'école est déterminante dans le parcours des jeunes. Donc c'est un sujet qui me touche tout particulièrement, mais j'aime pas rentrer dans des débats de valo quand ça négocie sur des chiffres parce qu'en fait je pense pas que ce soit l'essence même de ce qu'on apporte en tant que business angel. C'est pas la manière avec laquelle j'aime faire du business. Pour ces raisons, je passe sur le côté investissement. Donc, potentiellement, j'ai peut-être raison, les choses auraient été différentes s'il n'avait pas assisté à finalement une négociation de chiffon entre les deux, entre Eric et Jean-Pierre. Et aussi, je pense que si la valo n'avait pas été aussi élevée, il aurait pu être intéressé. Or là, comme l'a très justement dit Eric, Jean-Pierre a attaqué très haut, très fort, relativement agressif, ce qui a d'entrée empêché qui que ce soit d'aller en dessous, parce qu'auquel cas, tu laisses passer l'affaire. Du coup, ça a élude quasiment tout le monde. Je veux juste ici ramener une précision. Je ne pense pas que Alors, je pense que l'éducation, c'est important pour le tronc commun que ça apporte, pour la réflexion générale et la compréhension du monde dans lequel on vit. Mais je n'y vois pas autant que, ou en tout cas, je n'y prête pas une importance aussi élevée que celle qui est sous-entendue ici. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que c'est quand même un paradoxe, puisque Anthony est en train de nous expliquer qu'il n'a pas fait d'études et qu'il a quand même réussi. Et en même temps, il dit l'étude, c'est hyper important. Je ne sais pas, mais personnellement, je trouve que dans ce discours-là, il y a une espèce de non-sens qui est, ma foi, je trouve un petit peu consensuel. Ne va pas croire, toi qui m'écoutes, que ton niveau d'études est égal à tes résultats financiers. Loin s'en faut, parce que je pense que tout le monde le saurait sinon. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que tu peux avoir un très haut niveau d'études et des revenus de merde. Et en même temps, je ne pense pas que ton niveau d'études conditionne ni ton niveau de bonheur, ni ton niveau de réussite dans la vie. Donc, que tu y apportes de l'importance, c'est une chose. Que ce soit un besoin essentiel à la vie de tout le monde, je ne pense pas. Ça reste mon avis. Voyons maintenant où va finir cette négociation. Donc on résume. Moi, je propose 300 000 euros pour 8. Toi, tu proposes 300 000 euros pour 7,5. Donc on n'est pas très très loin de toute manière. Mais bon, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous me laissez un petit moment pour aller discuter avec Arnaud? Bien sûr, Oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est quand même de belles propositions. Hein. C'est de belles propositions. Maintenant, Genre, je pense qu'on pourrait quand même avoir mieux. ouais. Avoir mieux. Après, bon, c'est vrai que leur expérience, c'est sympa. J'ai pas compris comment on fait, parce que s'ils sont en concurrence tous les deux, on peut en prendre qu'un. On peut prendre le meilleur, on peut prendre les deux. Ouais. On a le choix. Je vais refaire déjà mes Tu calculs. recalcules les Ouais, valos. J'ai sorti ma calculatrice. 300 000 sur... Tu vois qu'il a aidé des jeunes, qu'il les a amenés, mais il est tellement froid, très ingénieur, tu vois, dans son approche, pas empathique, qu'il n'arrive pas à te faire vibrer et t'as pas envie de dire vas-y. Il te fait vibrer par les chiffres déjà, effectivement, donc réussis. Il te fait vibrer par la croissance qui a une capacité accélératrice très forte, très vite, tu vois. Et ce qui manque, c'est comment on finance. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs solutions. Soit il se dit à nous deux, soit on s'associe, soit on ajoute les montants. Je ne sais pas ce qu'il va décider. Non, mais on va bien voir ce qui se passe.
Là, c'est intéressant parce que d'un côté, donc on a Youssef qui calcule, de l'autre côté, on a des retours d'impression du jury, des business angels. Anthony, tu vois, qui nous dit qu'il est très froid. Et tu vois, Jean-Pierre, lui, n'est pas sensible à ça parce que lui, il apprécie la croissance et je reste convaincu que le schéma que je t'ai présenté le concernant est aussi un intérêt, c'est-à-dire qu'aller lever derrière pour revendre, il garantit son argent sur une période très courte et il voit que ça marche. Donc, quelque part, il est un petit peu certain du processus. C'est le genre de projet où tu sais que dans 2 ans, tu es sorti au plus tard, si tu as bien mené ta barque, surtout si tu sais comment lever des fonds, ce que tous les investisseurs assis devant Youssef ont fait. Donc du coup, je pense que effectivement, Jean-Pierre, c'est exactement là où il veut aller, en tout cas avec ce projet-là. Ce qui est important ici, que je voudrais quand même souligner rapidement, c'est que, tu vois, Marc Simoncini est sorti tout de suite parce que, comme Anthony, il n'a pas senti l'entrepreneur sur la côté humain, alors que Jean-Pierre comme Eric, eux ont été charmés par justement le côté efficacité, carré du truc. Ça m'amène à un point que je veux quand même te dire qui est un message d'espoir. Il ne faut jamais que tu partes battu d'avance. Et il suffit, comme on l'a vu dans la dernière émission, si j'ai bonne mémoire, que d'une personne pour valider un projet. Ce que je veux te dire, c'est que ne pars pas battu d'avance parce qu'il y a toujours des personnes à qui tu vas plaire, des personnes à qui tu ne vas pas plaire. Et c'est pas parce que tu as vu 10 personnes qui t'ont dit non que tu ne trouveras pas une 11e personne qui te dira oui, ou une 12e, ou une 13e. Bref, n'abandonne pas. Parce que franchement, il y a eu un moment donné où pour le coup, j'y croyais plus du tout et tu as eu 2 offres qui sont sorties de nulle part. Même s'il y a un avis général mitigé et que je suis assez surpris parce que de l'autre côté, Youssef et son associé ont l'air un petit peu emballés en tout cas sur le fait de les faire rentrer dans la société. Voilà, j'ai un sentiment de mercenaire concernant Youssef. Pour les 2 chefs d'entreprise, j'ai un sentiment qu'ils sont un peu des mercenaires qui veulent finalement se servir des business angels tout autant que eux vont se servir de leur société, c'est-à-dire que chacun va servir des uns des autres pour aller chercher le fonds qui va lever l'argent. Donc c'est mon sentiment au bout de cette émission. Mais ce que moi j'essaye de te dire et que je veux que tu en conserves, c'est que tu peux toujours trouver quelqu'un qui va adhérer à ton projet et qui va t'accompagner dans l'accomplissement de ce que tu essayes de faire. Donc n'abandonne jamais. Alors, donc je résume juste la situation. Eric a fait une offre pour 300 000 € pour 8% de la société. Et notre ami, 7,5% pour 300 000 €. Donc pour l'instant, vous avez 2, voire peut-être une 3e offre qui serait le mixte des 2. Alors, on a réfléchi avec Arnaud, on a compris que la valo vous posait problème. Mais en même temps, on sait qu'on est capable de lever beaucoup. Donc on a accepté de baisser notre valo, mais pas à ce point-là. Donc on baisse la valo d'1 million. Donc c'est plutôt 5 millions et ça vous fait 6% pour 300 000 €. Oh là je coupe là c'est chaud là. Bon déjà on va être franc hein. Toi et moi je te le dis direct, faut avoir tes cojones pour faire ça hein. faut y aller quoi, faut te dire parce que là tu joues tu perds quoi. C'est voilà, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Youssef il en a dans le falzar hein, parce que attends, là on se marre tu vois, on est là, on le regarde après coup, c'est enregistré et tout, faut le faire quand même. Faut être là et se dire non attends ma boîte elle vaut 5 hein. On est bien d'accord, on parle d'un truc que ça les vaut pas, c'est dans l'expectative de voilà, on suppose peut-être comme l'a dit Anthony, les startups ça capote hein. Ça peut être la prochaine startup qui capote, tu vois. Demain il peut y avoir un problème, bim finito hein. Donc faut oser tu vois, le mec il y va non ça sera 6 quoi, ça sera pas ce que tu dis, mais il y a un élément que nous n'avons pas et que lui il a. C'est aussi, quelque part, les offres qu'il a, puisqu'il a dit qu'il avait des offres qui se rapprochaient de la valo de 6 millions. Donc, il a cet élément en main et il sait très bien, et je pense qu'il va à un moment donné sortir l'argument, il sait pertinemment que derrière, il y a une culbute potentielle. Sauf qu'il y a une chose qu'il ignore totalement, que moi je connais très bien, c'est que c'est très dur d'avoir de l'argent. Pas que tu crois, on rigole sur ces émissions. Moi, je me considère comme un leveur de fonds, je vous le dis à chaque fois. Je passe ma vie à aller voir les banques pour avoir de l'argent. Je passe ma vie à négocier des trucs et à essayer d'avoir de l'argent pour avoir toujours plus d'argent. C'est dur d'avoir de l'argent. Faut pas que vous croyiez. Bien sûr qu'avec les années et l'expérience, ça devient de plus en plus facile, mais c'est très difficile. Et se raccrocher à des trucs aussi débiles que ça, de toi à moi, je te le dis, ne fais jamais ce qu'il est en train de faire. On s'en fout de tout ça. Si tu arrives à prendre ce qu'on te donne et va chercher plutôt beaucoup plus, c'est-à-dire que là, il surestime
ce qui n'existe pas, c'est-à-dire son entreprise, et il sous-estime ce qu'il va être capable de faire avec ces deux-là, que ce soit Eric ou Jean-Pierre. La meilleure contre-proposition qu'il aurait dû faire, c'était de prendre les deux. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Maintenant, on écoute la suite. Je veux pas trop te laisser de suspense. Donc vous proposez pour 300 000 euros 6%, alors que Eric voulait 8 et Jean-Pierre voulait 7,5. C'est ça. Ouais. Non, déjà 8, c'était vraiment pour moi mon le minimum en fait auquel j'étais prêt à descendre. Non, je suis à 6%, je suis pas à l'aise. Désolé, je passe. Pareil, en fait, moi j'ai eu l'impression, si tu veux, d'avoir lancé un peu le mouvement, d'avoir spontanément donc réévalué donc la valo qu'encore une fois donc j'estimais plutôt à 3 comme mes camarades. Tu vois qu'on est alignés quand même sur cette valo-là tous, donc c'est que sans doute elle n'est pas si mauvaise cette valo, mais j'irai pas non plus au-delà. Franchement, là, vous venez nous faire vivre un truc qui est pas commun, mais enfin qui arrive, hein. On l'a tous vécu, quoi. Vous avez votre truc en tête, vous avez vos pourcentages en tête. Quoi qu'on vous propose, vous restez sur vos convictions. En fait, je vous cache pas, j'ai eu ma calculette, j'ai fait mes petits calculs. En fait, le maximum sur lequel je pouvais partir, c'était 6,2%. Oui, mais c'est pour ça que je vous ai proposé. À quel moment vous pensez en pourcent? Oui. Qu'est-ce que ça change, 6,2 ou 7,5 si la boîte vaut plus cher du fait qu'il rentre? En fait, je le compare avec des offres que pourraient nous faire des fonds professionnels. Oui, mais vous pensez en pourcent. Vous êtes encore à l'âge où vous pensez en pourcent. Et surtout, là, vous avez une offre, là, vous venez ici, de dire tout de non suite. à 300 000 euros, voire 600, parce que si vous aviez été peut-être plus ouvert, vous leur auriez demandé de mettre 300 chacun, peut-être qu'ils l'auraient fait, je ne me présage pas. Je vais te dire, c'est ce qu'on pensait. Moi, dans ma tête, je me suis dit, il va revenir, il va dire, écoutez, plutôt qu'effectivement ce soit un affrontement entre les deux, voilà, réunissez-vous. les deux. Et voilà, je prends les deux à 600 000. Il te reste plus que 900 à aller chercher. Et à ce moment-là, même valoriser plus le million qu'on va aller chercher. Bien sûr. Et au final, peut-être avec ta calculette, tu referas les calculs, tu aurais eu plus et tu aurais gagné plus qu'effectivement, donc en refusant notre proposition. Et en tout cas, merci. Merci. Merci, À très Youssef. vite. Bon courage pour la suite. Bon courage. Merci. J'aurais au moins essayé. Ouais. C'est très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais non, ça va finir comme ça. Putain de merde. Oh le con. Oh le con. J'ai trouvé le con. Bon, alors, on va décrypter ce qui s'est passé parce que ça s'est joué en plusieurs étapes. Et la première étape, c'est Anthony. Et Anthony est sans le savoir, l'architecte de cette situation. Je t'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Anthony, en première étape, est venu casser la valo. Il a cassé la valo générale et il a initié dans la foulée, finalement, je vais dire, il a initié une tendance baissière dans l'appréciation qu'on pouvait avoir de la boîte. Et il a eu raison. Je pense que sa remarque était pertinente. À partir de là, Jean-Pierre a fait une offre à la baisse, la deuxième étape, mais trop haute par rapport à celle d'Eric. Mais bon, deuxième étape, Jean-Pierre fait une offre à la baisse qui passe de 6 à 4. Et ensuite, en troisième étape, on a Eric qui, avant même de parler, nous dit « Oh là là, mais mon Dieu, moi j'aurais fait 3 », donc qui redescend encore. Et donc, on est dans une descente. Et là, en fait, Youssef a fait une énorme erreur. Il n'a pas su, alors que franchement, c'est con, hein, ça s'est joué à rien. Il n'a pas su percevoir la tendance qui se dégageait dans cette négociation. Et là, c'est vraiment énormissime parce qu'on était dans une tendance baissière. Et il a fait justement ce qu'il ne fallait pas faire. Et Jean-Pierre lui a fait la bonne remarque. Il aurait dû revenir en disant « Je vous prenais tous les deux ». Et c'est comme quand on te dit « Il a cassé les enchères ». La folle enchère, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que la folle enchère, c'est qu'à un moment donné, on est pris dans l'enchère et on joue plus, on n'est plus dans le prix, il est perdu dans la tête des gens qui jouent à la folle enchère. Ils sont dans le jeu de « Je vais battre l'autre ». Soit tu sens ton marché et tu rentres dans ce jeu-là, soit tu le casses comme vient de le faire Youssef et tu détruis le truc. Et en fait, comme on était dans une enchère à la baisse, on était sur une tendance baissière, il n'aurait pas dû jouer la baisse. Il aurait dû sécuriser ses positions. Il aurait dû dire, et c'est ce que j'aurais fait. Bon, écoutez, moi je ne peux pas donner 2 fois 8, donc je donne 2 fois 7,5. Et finalement, il aurait été gagnant à faire ça. Et c'est ça qu'il aurait dû faire. Il aurait dû revenir avec une contre-offre en disant... Je vous donne à tous les deux 2 fois 7,5. On se prend les 600 000 balles, on va sur la Lune, les mecs. Et à mon avis, ils arrivaient sur Mars. Et moi, c'est ce que j'aurais dit, tu vois. Avec le sourire, un peu de peps et tout, bam bam. Le Eric, ça l'aurait fait chier. Il aurait, et puis il aurait vu Jean-Pierre qui souriait. Et bam, ils y seraient allés, tu vois. Et là, c'est con en fait. Parce que tu vois, une enchère
D'ailleurs, une négociation, ça peut se jouer à ça. Et il y a une énorme erreur que je veux pas que tu fasses. C'est que un jour, moi, je vais te raconter une histoire. Il y a un mec qui vient me voir. Je vais te raconter cette histoire parce qu'elle est très drôle. Il y a un mec qui vient me voir et qui me dit « Nicolas, je contraille ensemble et tu vas m'aider. » Bon, je ne vais pas te raconter le cadre dans lequel on était, on s'en fout, ça n'a pas de détails. Il me dit « Nicolas, on va travailler ensemble et je veux que tu m'aides à avoir 100% de la France. » Et je le regarde en rigolant parce qu'il voulait que je l'aide sur Internet. Et je dis « Non mais attends. » Je dis déjà, si on travaille ensemble, moi je t'aiderai jamais à avoir 100% de la France. On n'en a rien à foutre de la France. Moi je t'aiderai à avoir 1% du monde. Il vaut mieux avoir 1% du monde que 100% de la France. Et il y a deux problèmes avec les pourcentages qui n'ont pas été dits ici. D'abord, les gens, ils y comprennent rien. Je te dis un truc. Les gens, mais alors je dis les gens en général. Déjà, les mecs, moi je vais vous dire un truc à vous tous. Hein. Je vous le dis à tout le monde. Hein. Moi j'ai plusieurs sociétés. J'ai quelques sociétés. J'en ai pas beaucoup. J'en ai quelques-unes plus que la moyenne. Pas plus que les grandes fortunes. Voilà. J'ai plus d'une dizaine d'entreprises. Et franchement, les pourcentages, ça ne veut rien dire. C'est pas l'important. C'est pas le pourcentage que tu as dans la boîte. L'important, c'est que déjà, tu sois à l'aise avec ce que tu as et que tu arrives à faire avec ce que tu as, ce que tu veux faire. C'est juste ce qui compte. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir 30% d'une société que tu diriges que 100% d'une société avec des salariés qui t'emmerdent. Tu vois le truc déjà ? Mais c'est tout con en fait. Mais c'est rien que là déjà, je t'ai tout dit. Et ensuite, il y a un dernier point, c'est qu'il vaut mieux avoir 1% d'une boîte qui vaut 1 milliard que 100% d'une boîte. Enfin, il vaut mieux avoir 1% de Google, quoi, en gros, voilà, que 100% de Meet in My Class, là, ou je sais pas quoi. Et ça, alors, mais les mecs, arrêtez de parler avec ça. L'argent, c'est l'un des nerfs de la guerre. C'est pas le centre du monde, etc. Mais dans un cursus de réussite, si tu as la thune, tu réussis. Si tu l'as pas, bah, devine quoi ? Tu réussis pas. Je pense que là, on est dans un cadre typique où, si tu veux, le QI est très élevé, mais le quotient émotionnel nul. C'est les ingénieurs, ils réfléchissent trop. Mais ça retire rien à toutes les qualités de notre ami, évidemment. Mais c'est une belle leçon de ce qu'on vit souvent. Non, mais en plus, peut-être qu'il y arrivera et qu'il va faire vraiment une énorme levée. Franchement, on lui souhaite tous. Et ça sera génial. Et il dira, vous voyez, j'avais raison. Et on dira, bah ouais. On dit bravo. Mais entre la folie et le génie, c'est le succès qui le détermine, quoi. C'est ça, on verra. Exactement, t'as raison. Rendez-vous dans 2 ans. J'aime bien. Les ingénieurs, ils réfléchissent trop. Et c'est la leçon que tu dois en tirer. Arrête de réfléchir. Tu as vu ce qu'a dit Jean-Pierre ? Entre le quotient intellectuel et le quotient émotionnel, il y a trop pour l'intellectuel et pas assez pour l'émotionnel. L'intelligence n'est pas ce qui fera ta réussite. D'ailleurs, j'aimerais te dire quelque chose, mais tu sais que c'est pas les gens intelligents qui ont le plus d'argent. Hein. Je suis désolé de te le dire. Moi, je suis pas un mec intelligent en soi. Hein. C'est pas les mecs les plus intelligents qui ont le plus d'argent. C'est la vérité. L'argent, l'être humain est irrationnel. L'argent est irrationnel. Devine quoi ? C'est les gens qui sont émotionnels et qui sont donc irrationnels qui captent le plus de valeur. Là, on est face à des personnes qui sont trop dans la rationalité, qui se soucient de choses dont on se fout, mais alors royalement. Et tu crois quoi ? Quand il va crever dans sa tombe, parce qu'on va tous crever, hein, lui, moi, et je ne souhaite pas de mourir, c'est pas ce que je veux dire. Mais tu crois que quand il va s'allonger dans sa tombe, il va se dire « Ah là là, j'ai gardé 100% de mes parts de Meet in My Class. » Mais franchement, tu crois vraiment que tu penses à ça quand tu vas mourir ? Tu crois que tu penses à ton compte en banque ? Tu crois que tu penses à ces trucs-là ? Quand tu meurs, tu penses à... Je sais pas à quoi tu penses d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de mourir, tu vois, mais quand tu meurs, j'imagine bien que je vais penser à un moment d'amour que j'ai eu avec les gens que j'ai le plus aimé dans ma vie. C'est tout, quoi. C'est tout ce qui va rester. Le reste, on s'en fout. Tous les jours, on se bagarre pour avoir les résultats qu'on essaye, qu'on estime mériter, qu'on essaye et atteindre les objectifs qu'on essaye d'atteindre. Mais c'est tout. Là, c'est le ridicule. Heureusement que ça tue pas. Mais c'est quand même dommage. Passer à côté de 600 000 balles. Je sais pas, moi, Bref. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire en conclusion, parce que ça m'a coupé la chic, quoi. J'aurais pas donné un pécos sur le fait qu'ils aient du pognon. Ils ont plus de pognon que même moi j'en aurais imaginé. Et ils font quoi ? Ils lui tournent le dos et les talons. Mais franchement, ne fais jamais ça. Hein. Vraiment, si t'écoutes mes émissions et que tu fais ça, t'as rien compris. C'était dur. C'était dur. C'était chaud, hein. C'était dur. C'était dur, ouais. Non, mais t'as bien fait, De toute façon, on est sûr qu'on va y arriver. On continue l'aventure. Yes. C'est vrai que la décision était très difficile. Je pense que ça va faire partie des décisions les plus dures de ma vie. Donc de dire non à autant d'argent, à des personnes aussi expérimentées. Mais voilà, il fallait prendre cette décision parce qu'on a à côté d'autres personnes qui étaient capables de nous valoriser à plus que ça. Marc a conclu que ce n'était pas forcément une bonne démarche à avoir. Peut-être qu'il a raison et peut-être qu'il aura tort. Mais aujourd'hui, ni lui ni moi n'avons la réponse, même si je crois profondément qu'on va réussir. Alors écoute, on va finir cette émission sur l'irrationalité totale de l'être humain tel que moi je le suis de toute façon, parce que je suis complètement irrationnel.
Et je vais te dire que d'une certaine façon, il a raison quand tu entends les mots de la fin qu'il vient de dire en fait. Pourquoi ? Parce que il est convaincu de son projet. Il est tellement convaincu, habité, motivé par ce projet-là que c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il ressent au plus profond de son être. Encore une fois, je n'ai pas eu les offres qu'il a eues. Et quoi que tu fasses dans ta vie, ce que tu dois surtout éviter, c'est les regrets. Il l'a dit lui-même, c'est la décision la plus dure qu'il a eu à prendre dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il le regrette. Et s'il réussit, comme l'a très justement dit Anthony, s'il a du succès et que dans 2 ans, il a vraiment atteint tous ses objectifs, alors il aura eu totalement raison. Et ce que moi, j'ai fait passer pour de la folie aura été la meilleure décision de sa vie. Car très souvent, les décisions les plus difficiles que tu as à prendre sont les meilleures. Et c'est tout le paradoxe. Et je crois que là, on est face à la vie en général. C'est-à-dire que, de mon point de vue à moi d'entrepreneur, si demain j'ai accès à un de ces gars-là qui rentre dans ma boîte et qui m'aide à passer à la vitesse supérieure, mec, mais je fonce de suite en fait. De ouf. Mais en même temps, si je suis convaincu que ce qu'il m'en offre n'est pas ce que ça vaut, je ne l'accepterai jamais. Et là, ça nous met le doigt sur l'unique compétence que tu dois avoir, c'est croire en toi. Est-ce que c'est une compétence ? Je crois que oui en fait. Croire en toi, en ta capacité et en ton jugement à évaluer ce que tu es capable de faire, ce que tu possèdes et aussi la véracité du plan que tu suis. Parce qu'il y a aussi un élément quand même que je ne peux pas lui enlever, c'est que sa présentation elle était parfaite. C'est un gars qui a une précision, une intelligence dans la société qu'il a faite et le comportement général qu'à un moment donné ça paye aussi. Donc tu ne peux pas ramener ça à zéro. Est-ce qu'il a réellement eu tort ? Je ne le crois pas au bout du compte. Maintenant, c'est drôlement gonflé. Et franchement, je lui souhaite de réussir parce que c'est ce qu'il mérite. En tout cas, s'il y arrive, il aura su prendre les décisions à la hauteur de son ambition. Et quand tu y réfléchis vraiment, c'est comme ça que se construisent les grandes histoires. Après, très clairement, on est tous très différents. Regarde, je n'aurais absolument ni fait les mêmes choix, ni opté pour les mêmes options que lui. Mais c'est ce qui est beau aussi, c'est la diversité humaine. Et franchement, c'est ce qui me donne autant de plaisir à analyser ces émissions. Moi, en tout cas, ce que je te souhaite par-dessus tout, c'est déjà de commencer par t'ouvrir l'esprit et surtout ne pas trop réfléchir et ne pas trop t'attarder sur les pourcentages. Ça n'est pas l'enjeu de ton entreprise, ça n'est pas ça qui va te faire réussir ou échouer. Et enfin, il y a un petit détail quand même que je voudrais te dire parce qu'on l'a balayé rapidement, mais je voudrais quand même le dire. L'argent, c'est l'outil le plus neutre du monde en fait. Si tu récoltes de l'argent, si tu gagnes de l'argent avec tes activités, c'est que ça marche. Si tu n'en as pas, c'est que ça ne marche pas. Si tu as de l'argent et que ça marche, si tu ne continues pas à faire ce qui a marché, c'est que tu es un idiot et tu devrais juste tout arrêter et faire ce qui t'a rapporté le plus d'argent jusqu'à aujourd'hui. À l'inverse, si tu continues à faire quelque chose qui ne marche pas, tu es un idiot parce que si ça ne marche pas et que ça ne te rapporte pas d'argent, arrête tout simplement. L'argent, c'est basique et c'est très souvent les êtres humains qui le rendent compliqué parce qu'ils projettent leurs émotions dessus. Essaye de te détacher de tout ça. Je te parle de tout ça pourquoi ? Parce que ce qu'a dit Delphine m'a un petit peu interpellé dans cette émission. Ça me reste à la fin, tu vois, c'est ce qui me reste. Et je me dis, waouh, c'est fou parce qu'elle sous-entend que c'est mieux de donner à une œuvre caritative qui va permettre à tout le monde d'avoir accès à de l'éducation, mais finalement à de l'éducation bon marché. Moi, je t'avoue que c'est un peu ce que je reproche à l'éducation nationale, c'est qu'aujourd'hui, on veut offrir de l'éducation gratuite, mais comme elle est gratuite, on n'a pas d'appréciation sur la qualité de l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est-à-dire que comme c'est gratuit, tu le mets dans l'école qui t'est attribuée. Et puis s'il a un prof de merde, il a un prof de merde. Tu dois être content parce que c'est gratuit. Sauf que si moi j'ai envie que ma fille elle ait le meilleur prof du monde, comment je fais en fait ? Et si j'ai pas les moyens et que grâce à la solution de Meeting Class, je peux accéder au meilleur prof du monde pour 15 balles. Voilà, je suis pas d'accord idéologiquement sur ce qui a été dit. Pour moi, l'argent, c'est le truc le plus neutre de la Terre. C'est les gens qui le pervertissent. Voilà, je voulais juste te dire ça. Meet in Class, ça reste un super outil. Si tu veux donner accès à ton enfant à des profs de qualité, va voir le site. Franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment pas mal. Et moi, je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Laisse-moi des étoiles et un commentaire. Va sur immobiliercompagnie.com pour les formations.